Bonjour Thierry Voltan. Bonjour. Vous êtes spécialiste du communisme et auteur de ce livre que j'ai dans les mains et dont il va être question. Ça s'appelle Le retour des temps barbares. C'est publié chez Grasset, on va le montrer à l'écran. Alors, on parlait d'Alexei Navalny à l'instant, on voyait sa compagne. Le corps d'Alexei Navalny, il n'a toujours pas été rendu à sa famille. 3 jours pas tout de suite, après l'annonce de son décès. Vous nous dites que c'est potentiellement pas tout de suite. D'autant plus, excusez-moi de vous le dire, qu'ils ont décidé de faire une autopsie. Or, en droit, si vous voulez, dans tous les pays du monde, c'est vrai, si vous avez une autopsie législative ou ordonnée par un juge d'instruction, le corps reste à la disposition de l'État, si je puis dire, voilà. Et donc là, dans une certaine mesure, cette Russie qui viole les lois comme elle veut, elle respecte un peu son droit. C'est un droit fait sur mesure pour eux, j'entends bien, mais voilà. Et en même temps, Thierry Volton, c'est particulièrement cruel de retenir, en tout cas de notre point de vue, de retenir le corps d'un prisonnier qu'on a soi-même tué dans ses geôles durant plusieurs jours. Pourquoi une telle cruauté de la part du régime russe ? Alors, d'abord parce qu'ils ont du mépris pour tout ce qui est opposition. C'est un héritage du communisme, ça d'une certaine mesure. Et puis, je pense aussi que ce temps qui est donné actuellement autour de ce corps, c'est parce que je crains que Poutine craint beaucoup une manifestation pour les enterrements, pour l'enterrement, pour les funérailles. Et donc, il retarde ce moment. Et d'ailleurs, il y a un dissident qui s'appelle Ponomarev qui est passé, je ne sais plus à quelle chaîne de télévision hier, qui disait qu'il se peut très bien que le corps ne sera remis qu'après les élections du 17 mars, élection présidentielle, parce que bon, ça sera moins grave. Parce que si on est dans une élection et qu'il y a, admettons, je sais pas, 5000 personnes, quoique ça sera difficile parce qu'il y a une répression terrible, hein, mais enfin, imaginons, en plein moment où il y a l'élection, c'est pas formidable pour Poutine. Vous me direz, ça changera rien au résultat, puisqu'il est déjà prévu d'avance, mais quand même. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Vladimir Poutine, des opposants en mesure de lui faire face ? Ah non, en liberté, non. Ils sont peut-être à l'extérieur, ou Khodorkovsky, par exemple, ou le champion d'échecs, oui, mais ce sont des gens à l'extérieur. Or, l'expérience prouve, en ce qui concerne la Russie en tout cas, et ça c'est une vieille expérience depuis, je dirais même du temps du tsarisme, c'est que si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas la capacité d'avoir du poids, si je puis dire. Il faut être à l'intérieur. Or, ceux qui sont à l'intérieur, il n'y a plus rien. Alors maintenant... Et pourtant, vous nous dites qu'il y a quand même une forme de fébrilité de Vladimir Poutine, de ne pas vouloir rendre le corps, de ne pas vouloir... d'empêcher des manifestations. Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que ces dictateurs, quels qu'ils soient, et Poutine en particulier, ils ont peur. On imagine qu'ils n'ont pas peur, mais ils ont très peur de toute manifestation qui pourrait les gêner leur pouvoir, et donc ils contrôlent, et ils veulent contrôler comme ça, et donc je dirais que c'est pas une manifestation de pouvoir, c'est une manifestation de peur. C'est comme ça en tout cas que moi j'interprète. Alors dans votre livre, vous retracez un petit peu sur les dernières décennies, l'histoire de la Russie, de nos relations, surtout avec la Russie. Au fond, l'effondrement de l'URSS en 1991, c'est un peu ce que vous dites, ça n'a pas changé fondamentalement la nature du régime russe. Non, et ça c'est totalement de notre faute, soyons clairs. Notre faute, c'est le monde occidental, les démocraties, parce que lorsque ce système s'est effondré, il n'y a pas eu de réflexion de fond qui a été faite sur pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ce... alors, il y a eu des réflexions, mais pas de jugement moral, je dirais. Je ne dis pas un jugement de type Nuremberg, des gens qui ont passé dans un procès, mais un jugement moral condamnant le système. Or, de fait... on le voit, il y a eu la période Helsinki entre 1991 et 2000, 1999 en vérité, donc pendant les 8 ans, si je puis dire, où là, il y a de la liberté qui s'est faite en Russie, et puis tout de suite après, et Poutine est arrivé, a remis de l'ordre, et l'ordre tout à fait soviétique, n'oublions pas quand même qu'il est un officier du KGB, hein, et que donc il a été formé par le système, il doit formé par le pire du système, excusez-moi, par la police politique, hein, qui a des millions de morts sur la conscience, et qui a trempé les mains dans le sang, cette police, pas Poutine lui-même, mais à l'époque, il était trop jeune, mais c'est quand même c'est comme si, excusez-moi, on le sait très peu, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le KGB, comme vous le savez peut-être. Le KGB, c'est à la fois la Gestapo, l'Abwehr, la Gestapo, la police politique, l'Abwehr, l'espionnage, et un corps d'élite, la SS. Donc, ce corps de KGB a les 3 choses en même temps, et donc c'est le pire du système quelque part. Et donc, étant sorti de ce système-là, évidemment, il l'a reproduit. Et vous dites, vous rappelez que dès le début du règne, entre guillemets, de Vladimir Poutine, il y a eu des meurtres. On s'est beaucoup illusionné, d'après vous, en France, sur la Russie, sur ce que devenait la Russie. Bien sûr, énormément, pour plusieurs raisons. D'abord, pas uniquement en France, vous savez, dans le monde occidental d'une façon générale. D'abord,
il faut savoir une chose, c'est que les États, je parle des États, là on est dans la réelle politique, les États, ils aiment l'ordre, ils ne détestent rien de plus que le désordre. Et les États, ils ont peur, quel qu'il soit, démocratique, dictatorial, ils ont peur du désordre et éventuellement du peuple. Donc Poutine a été perçu dans le désordre russe qui a suivi la chute du communisme sous Helsinki, désordre agréable, parce que c'est là où les Russes ont été les plus libres. Hein. Après, ça a été que resserrer la vis. Eh bien, ils ont eu peur pendant ce moment-là. Qu'est-ce que va devenir la Russie, ses armes nucléaires, etc. Enfin, toute cette interrogation, tous les accords qui ont été passés aussi à ce moment-là, justement sur les armes nucléaires. On a dépossédé l'Ukraine de ses armes, et aujourd'hui, les Ukrainiens s'en mordent les doigts, si je puis dire, parce que je pense que s'ils avaient l'arme nucléaire, Poutine n'aurait sans doute pas attaqué directement comme ça ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'auraient dû faire les Européens, les Occidentaux? D'abord aider, vous savez, attendez, ce qui est important, c'est que la démocratie, ça ne tombe pas du ciel. La démocratie, c'est une culture. Et donc, il fallait aider la génération qui arrivait. Or, il n'y a pas eu d'aide. Donc, les gens, ils n'ont pas l'habitude de la démocratie. Quand vous sortez de 70 ans de lutte totalitaire, vous n'avez aucune habitude de la démocratie. Donc, on n'a pas aidé les Russes. On n'a pas aidé le peuple russe. Le peuple russe, je ne parle pas de l'élite, le peuple russe, on ne l'a pas aidé. On l'a laissé, excusez-moi, je vais être très vulgaire, mais on l'a laissé dans sa merde. Je suis désolé d'employer ce terme-là, mais parce que, avec une inflation gigantesque, avec des magasins toujours aussi vides, etc., et est arrivé Poutine, qui a été donc perçu comme un sauveur par le peuple, évidemment, mais aussi par les Occidentaux. Il dit, finalement, il va mettre de l'ordre. Et c'est vrai, il a joué les shérifs au départ. Hein. Sauf que les shérifs, une fois qu'il a mis de l'ordre dans son pays, c'est contre nous. C'est maintenant qu'il veut mettre de l'ordre dans l'Europe. Et son ordre. Oui, même Vladimir Poutine, au début, il était perçu en France et en Occident de manière générale comme quelqu'un d'assez modéré, comme quelqu'un qui allait permettre à la Russie d'aller vers la démocratie, presque. Oui, c'est vrai. Et en plus, alors, il a joué un rôle, il a joué très malin, je dirais. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'il arrive au pouvoir, juste un peu après, il y a eu les attentats du World Trade Center, et donc la guerre contre l'islamisme, si je puis dire. Et lui, il s'est dit, moi aussi, je suis de l'autre côté, en parlant aux Occidentaux, et il a attaqué la Tchétchénie pendant ce temps-là. Il a massacré le peuple tchétchène, il a fait 250 000 morts au bas mot, hein, mais on disait rien, parce que il disait, mais oui, je lutte aussi contre les islamistes. C'est en vérité les indépendantistes, mais ça, c'est pas grave. Il a mis en place, en plus, en Tchétchénie, un véritable régime islamiste. Mais donc, on a très... parce qu'on a fait ce qu'on a en anglais de wishful thinking. On a pensé qu'il était comme nous et on s'est projeté en lui, si je puis dire. Il était malin quelque part, Vladimir Poutine. Très malin. Attendez, stratège. Il est très 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 malin. Moi, attendez, je pèse mes mots parce que j'ai déjà dit sur d'autres antennes, excusez-moi, mais je pèse mes mots. Je pense que c'est l'adversaire le plus malin, le plus puissant, le plus retors et le plus dangereux que le monde occidental n'ait pas eu depuis Hitler. Et je le pense fondamentalement, hein, parce que je connais trop le système, je connais trop comment ça fonctionne, je connais trop comment le peuple russe est amorphe et pour de multiples raisons, et on ne peut pas lui en vouloir. Tout ça est très dangereux, et nous avons là un adversaire excessivement dangereux face à nous. Thierry Volton, vous parliez de l'islamisme. Dans votre livre, vous faites un lien entre islamisme et communisme. Quels sont leurs points communs ? D'abord, ils ont des ressemblances idéologiques, si je puis dire. Je vous signale que je ne suis pas le premier à le dire, parce que dès 1920, Bertrand Russell, qui était un grand philosophe anglais, mathématicien et philosophe, a été en Russie en 1920, et il en est revenu en disant, mais finalement, l'islamisme et le communisme, c'est exactement la même chose. Vous le trouvez. Ça semble pas très évident au prime abord, je vous l'avoue. Parce que c'est une religion qui ne peut fonctionner dans l'esprit des islamistes que globalement, c'est-à-dire tout le monde sera islamiste, c'est comme ça, ils ont un prosélytisme gigantesque, et puis ils promettent aussi, l'un et l'autre, un monde parfait, je veux dire un monde islamique parfait et un monde communiste parfait. Donc ils ont, si vous voulez, des similitudes qui font que... Alors, autre chose, c'est que... beaucoup de dirigeants terroristes après 2000 sont issus dans le chiisme. C'est intéressant, c'est pas forcément vrai dans le sunnisme, parce que vous savez qu'il y a deux écoles, si je puis dire, musulmanes. Les chiites et les sunnites. Les chiites et les sunnistes. Dans le chiisme, beaucoup de dirigeants du chiisme sont issus des partis communistes qui existaient en Syrie, en Irak, etc. Ils existaient à ce moment-là, ces partis-là. Ils étaient brimés par le pouvoir, j'entends bien, mais ils étaient là. Puis parmi les intellectuels, voilà. Donc le communisme a beaucoup frappé ces pays-là, et donc quelque part la revanche, si vous voulez, des islamistes contre l'Occident pourri, avec ses valeurs, etc., est un héritage, je ne dis pas total, mais c'est une partie de l'héritage de la propagande communiste contre le capitalisme, exploiteur des peuples, etc. Alors justement, Thierry Volton, vous me faites le lien, vous parlez de revanche.
la Russie de Vladimir Poutine est très revancharde. Vladimir Poutine lui-même est très revanchard par rapport à l'Occident. Vous écrivez au début de votre livre « Un vent mauvais souffle sur le monde ». Est-ce que nous allons vers un affrontement entre l'Occident et la Russie ? Mais c'est plus que c'est pas un affrontement entre l'Occident et la Russie, c'est un affrontement entre l'Occident, la Russie, la Chine et l'Iran. Vous ne pouvez pas séparer ces trois adversaires qui sont justement actuellement en train de céder. Vous parlez de coalition d'ailleurs. De coalition, absolument, mais qui est beaucoup plus solide qu'on le pense. Je veux dire, d'abord, les coalitions entre la Chine et la Russie est assez évidente, parce que la Chine est quand même un pays communiste, n'oublions pas. Monsieur Xi Jinping est un bon marxiste-léniniste encore, il s'en réclame en tout cas. La Russie n'est plus un pays communiste, soyons clairs, mais enfin, Poutine a été issu de ce milieu et a cette culture dans sa tête, donc ils s'entendent bien. Ils ont une coalition, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne quand on a un adversaire commun. L'adversaire commun, c'est les Occidentaux. Mais ils s'en cachent pas. Ils le disent, ils l'écrivent. Je veux dire, si vous regardez la diplomatie, les règles de la diplomatie russe qui ont été publiées en mars, ils disent, nous devons liquider, c'est le terme qui est employé, l'influence occidentale dans le monde. Ils disent pas, on doit la remplacer. Non, la liquider. Donc, si vous voulez, cette coalition, elle existe, et Poutine ne serait, en vérité, Poutine n'a pas les moyens de ses ambitions. Parce que c'est un pays qui est pas si flambant que ça, c'est un pays qui s'est beaucoup appauvri. Il n'a pas les moyens de reconquérir le monde. Non, il n'a pas les moyens. Pour le dire vite. Voilà, exactement. Il n'a pas les moyens de ses ambitions de conquérir le monde. Par contre, la Chine s'est donnée et se donne les moyens de conquérir le monde, aujourd'hui encore. Et souvent grâce à nous d'ailleurs, parce que c'est nous qui avons donné la technologie, etc., dans les années 90-2010. Bon, donc c'est grâce à nous. Et donc c'est cette coalition qui est très, très préoccupante, honnêtement, parce que là, nous avons des vrais soucis à nous faire. Et le véritable ennemi, et ça, moi, je l'ai toujours dit, mais je suis pas le seul à le penser. Moi, je lis pas dans le mar de café, mais tous les grands stratèges le pensent. Le vrai ennemi, c'est la Chine. Le vrai ennemi des Occidentaux, c'est la Chine. Thierry Volton, question d'actualité. La France et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de sécurité. C'était vendredi dernier, accord signé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Paris. Qu'est-ce qu'un tel accord implique pour la France ? Est-ce que ça veut dire implicitement que la France est aujourd'hui en guerre directe avec la Russie ? Elle vous dira non. Il n'y a aucun occidental qui vous dira, aucun dirigeant occidental ne sommes en guerre contre. C'est un peu hypocrite, excusez-moi. Parce qu'on n'est pas dans le cadre européen, on n'est pas dans le cadre de l'OTAN, oui, c'est la France et l'Ukraine. Ah non, attendez, parce que, excusez-moi, non, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il a été prévu dans un sommet européen que normalement tous les pays, les 27, doivent signer bilatéralement une aide avec l'Ukraine. Les Anglais l'ont fait, vous me direz, ils sont plus dans l'Europe, mais ils sont les premiers à l'avoir fait, en tout cas. Les Allemands l'ont fait juste avant nous, la veille même, et nous l'avons fait vendredi. Bon, donc, et normalement, les autres doivent aussi signer un accord bilatéral d'aide avec des financements, etc., etc. Mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Ouais, oui, honnêtement, il y a une certaine hypocrisie. Alors, en tout cas, si nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, soyons clairs, la Russie est en guerre contre nous. Ça, je veux dire, alors, si on n'adopte pas le vocabulaire de l'autre, on risque malheureusement de se faire avoir, excusez-moi d'envoyer cette expression, mais il faut se mettre au même niveau que l'autre. Donc, il faut savoir dire les choses. Voilà. Il faut savoir. Alors, il y a une certaine hypocrisie. En vérité, il y a toujours cette peur que je comprends pas, je veux dire. En même temps, je la comprends moralement, humainement, etc. Mais il y a vraiment cette peur que Poutine un jour utilise l'arme nucléaire. Il est capable de le faire, soyons clairs. Mais je pense que c'est comment dire, c'est céder à un chantage qui peut éventuellement arriver, j'entends bien, mais c'est ça qu'il veut instaurer, parce que Poutine ne fonctionne qu'en termes de rapport de force. Si vous cédez à ces rapports de force, il continuera à avancer. Et c'était vrai d'ailleurs sous le communisme, c'est exactement le même système, parce que là, il a hérité de ça. Donc, si on lui dit non, ça suffit, et qu'on se donne les moyens d'arrêter ça, je ne dis pas qu'il calera, mais au moins ça le fera réfléchir. Une toute dernière question, Thierry Volton, vous rappelez dans votre livre, et ça m'a marqué, que depuis 1914, le monde n'a pas vraiment connu la paix. Vous parlez même de guerre de 100 ans. Oui, nous sommes dans la même guerre. Pour quelle raison ? Pour vous, il y a une continuité entre tous les conflits depuis 1914 ? La guerre de 14-18 a été un changement radical dans l'humanité, parce que est sorti de ce bourbier incroyable, de ces affrontements sanglants, un autre homme, un matériau solide qui obéit, qui va en masse. C'est une guerre de masse. Et donc, ce matériau humain a servi à mettre en place des régimes totalitaires
D'abord en Russie, et ensuite en Italie, et ensuite en Allemagne. Parce que c'est ça le matériau du fascisme et du communisme. On n'a pas tiré les leçons, au fond, de l'histoire du XXe siècle, absolument du massacre de 1914. Et les temps barbares dont je parle, c'est pas les musulmans de la guerre de Poitiers. Hein. C'est le XXe siècle. Le retour des temps barbares, pour moi, c'est le retour du XXe siècle. Le XXe siècle étant le plus barbare de tous les temps. Excusez-moi, vous avez 2 guerres mondiales, des camps de concentration, des camps d'extermination, des déportations de masse, des famines organisées. Il n'y a pas plus barbare que le XXe siècle. Donc nous sommes tombés, en vérité nous n'avons jamais sorti de ce temps-là, et nous sommes en train de revivre tout ça. Et pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, il faut lire votre livre, Thierry Volton, ça s'appelle « Le retour des temps barbares », je l'ai dans les mains, on le montre à l'écran, c'est publié aux éditions Grasset, c'est absolument passionnant pour essayer de mieux comprendre notre présent et d'éviter autant que possible le retour de la barbarie. Merci encore de nous avoir partagé votre point de vue.